Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire assez mouvementée de Mozilla Firefox. Vous saviez qu'il est né un peu sur les cendres de Netscape Navigator? Au début, le nom de code, c'était Phoenix. L'idée, c'était vraiment de créer un navigateur indépendant, léger, parce que la suite Mozilla de l'époque, elle était jugée beaucoup trop lourde. Alors voilà, on va s'appuyer sur des extraits d'un article encyclopédique pour explorer un peu tout ça, son évolution, ses innovations, où il en est aujourd'hui. Un parcours d'ailleurs marqué par plusieurs changements de nom, hein. Phoenix, puis Firebird et finalement Firefox en 2004. Paraît que c'est inspiré du Pambarou, ça c'est marrant. L'objectif, c'est de comprendre l'essentiel sur ce navigateur qui est quand même emblématique. Effectivement, et son démarrage, il faut le dire, a été assez spectaculaire, hein. Au début des années 2000, il s'est vraiment imposé comme l'alternative, la grande alternative à Internet Explorer 6. Il aussi s'y dominait tout, mais bon, il a cumulé les critiques sur la sécurité et Firefox est arrivé avec des trucs qui nous paraissent évidents maintenant, mais qui étaient vraiment nouveaux. Le blocage des pop-up intégrés, par exemple, la navigation par onglet, ça a changé la vie de beaucoup de monde. Et puis surtout, le système d'extension, les fameux add-ons qui permettaient de personnaliser son navigateur. Sa réputation aussi de navigateur plus sûr, plus respectueux des standards du web, ça l'a aidé. Il a atteint un pic assez impressionnant autour de 32% d'utilisation en 2009. Ah oui, 32%. Oui, c'était juste avant que Google Chrome n'arrive et ne rebatte un peu les cartes. C'est fou de penser à l'impact de ces fonctions à l'époque. Des onglets, on imagine plus 100 aujourd'hui. Et puis, des années plus tard, il y a eu ce qui ressemble à une vraie refondation, le projet Quantum. L'article en parle comme d'un tournant majeur vers 2016-2017 avec Firefox 57. Qu'est-ce que c'était exactement Quantum? Alors, Quantum, oui, c'était pas juste une mise à jour, c'était une réinvention. C'était devenu nécessaire en fait. Mozilla a vraiment refait en profondeur son moteur, Gecko. L'objectif principal, c'était de rattraper la concurrence, voire de la dépasser, en termes de vitesse, de réactivité. Un des changements vraiment clés, ça a été le passage à une architecture multiprocessus. On appelait ça Electrolysis ou E10. Concrètement, ça veut dire quoi? Chaque onglet et le navigateur lui-même tournent dans des processus séparés. Donc si un onglet plante, il n'entraîne plus tout le navigateur avec lui. Ah oui, ça c'est un gain énorme. Exactement. Un gain énorme en stabilité et aussi en sécurité. C'était un domaine où Chrome avait pris pas mal d'avance. Et l'interface aussi a eu un coup de jeune, elle a été modernisée. D'accord. Mais ce passage à Quantum, avec cette architecture multiprocessus, ça n'a pas dû être simple. J'imagine que revoir le cœur comme ça a eu des conséquences, non? Pour les extensions, par exemple. Tout à fait, c'est exactement ça. On va dire, le revers de la médaille de cette modernisation, ça a été l'abandon nécessaire des anciennes extensions. Celles qui étaient basées sur la technologie UX Shadzele, elle permettait une personnalisation très très poussée, c'est vrai, mais elle posait aussi des problèmes de performance, de sécurité. Donc Firefox est passé au système Web Extensions, un système beaucoup plus proche de ce que faisait Chrome en fait. C'était un choix pragmatique pour la performance, la sécurité, mais c'est vrai que ça a été douloureux pour une partie de la communauté et pour les développeurs d'extensions très spécifiques. Je vois. Et en parallèle, Quantum, ça a aussi permis d'intégrer des bouts de cerveau. C'est un moteur expérimental écrit en Rust. Et l'intérêt de Rust, c'est sa gestion de la mémoire qui évite nativement pas mal de bugs et de failles sécurité. Donc c'était un pari technologique assez fort. D'accord, donc une grosse évolution technique, vraiment pour la performance et la sécurité. Et aujourd'hui, comment il se positionne Firefox sur ces points-là? La vie privée notamment, c'est souvent mis en avant. Oui, Firefox continue de capitaliser là-dessus, sur la sécurité et la protection de la vie privée. L'architecture multiprocessus, bon, c'est la norme maintenant. Il intègre des fonctions comme la protection renforcée contre le pistage, le TP, qui est activé par défaut. Il supporte aussi le DNS over HTTPS, le DOH, pour masquer un peu les requêtes DNS aux fournisseurs d'accès. Alors, il y a bien eu une petite polémique en 2025 sur une mise à jour des conditions d'utilisation, mais Mozilla a clarifié les choses. Ils ont expliqué que la collecte de données techniques, anonymisées bien sûr, c'était pour améliorer le navigateur, pas pour vendre des données perso. La transparence, ça reste un enjeu important pour eux. C'est un point crucial, effectivement. Et au-delà de la technique pure, qu'est-ce qu'il caractérise encore Firefox? L'article mentionne pas mal de fonctionnalités et une large dispo. Disponibilité. Oui, il reste un navigateur très complet. Il a des outils pour les développeurs web qui sont réputés,
Un mode de navigation privé, un gestionnaire de téléchargement, la personnalisation via les thèmes, tout ça, c'est toujours là. Et puis, il est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Windows, macOS, Linux, Android. La seule grosse exception, c'est iOS. Là, Apple impose son moteur WebKit à tout le monde. Donc Firefox existe sur iOS, mais sans son moteur Gecko. Ah, d'accord. Et il ne faut pas oublier non plus sa localisation en 97 langues. C'est un effort énorme qui montre bien sa dimension mondiale et son côté open source. Donc si on résume un peu, l'histoire de Firefox, c'est celle d'un navigateur qui a osé défier un géant, qui a beaucoup innové au début, puis qui a dû se réinventer en profondeur avec Quantum pour rester pertinent. Tout ça en essayant de garder son ADN, l'ouverture, la performance, la sécurité, la vie privée. C'est une bonne synthèse, oui. Aujourd'hui, les chiffres de StatCounter pour 2025 le placent comme quatrième navigateur sur ordinateur de bureau, avec environ 6% de part de marché mondial. C'est loin des 32%. Oui, c'est loin des sommets, c'est sûr. Et on observe une baisse du nombre d'utilisateurs actifs sur desktop depuis 2017 apparemment, même si techniquement il tient toujours la route, ses qualités sont reconnues, mais voilà, Chrome domine largement, suivi par Edge et Safari. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale. Pour un navigateur comme Firefox, avec cet héritage open source, cet engagement affiché pour la vie privée, cette innovation qui continue malgré tout, qu'est-ce qui fait encore sa force aujourd'hui en 2025 ? Qu'est-ce qui fidélise ses utilisateurs au-delà des simples chiffres de performance ou des parts de marché ? Quels sont ces éléments un peu immatériels qui comptent finalement ?